Bonjour à toutes. Merci, chers amis, pour cette présentation. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin, et tous les ans d'ailleurs, depuis à peu près 20 ans, que j'accompagne notre ami Mohamedou Diallo en tant que partenaire, en tant que cliente, en tant que membre de bord, en tant qu'ami. Et donc, bravo pour cette persévérance, justement, d'une année à une autre. Bravo à toute l'équipe. Et merci d'être tous et toutes présentes ce matin. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce panel, qui est un panel sur les modèles de partenariat public-privé et donc l'innovation publique comme moteur de souveraineté africaine. Et pour cela, j'ai l'immense plaisir d'inviter nos intervenants, dont j'ai le plaisir d'appeler. Donc, je commencerai par Si Amin Mzouari, directeur général de l'Agence du développement du digital au Maroc. Marhaba. J'appellerai notre invité matinal qui vient de faire un long chemin en avion, qui vient d'arriver et qui a l'air d'être en pleine forme. Luc Missidi, vas-y, conseiller du chef département de Télécom, bienvenue. Bienvenue chez vous au Maroc. J'appelle également une personnalité qui a souvent accompagné également les ATDA, et M. Benoît Legrand, directeur pays Maroc et Tunisie pour Enabel. Et enfin, j'appelle M. Mohamed Hamdi, CEO de Works Platform, qui est également un habitué des ATDA. J'ai un panel ce matin 100% masculin. Je sais que Wassila a fait beaucoup d'efforts pour assurer la mixité, mais ce n'est pas toujours évident. D'ailleurs, je pense que ce directeur général de la DD va certainement nous dire quand même un petit mot sur le nombre de femmes à franchement au niveau des entreprises qui sont accompagnées par la DD. Mais je pense qu'il y a du progrès, et donc à voir autour des tables, il y a des compétences féminines que je salue ce matin, et il y en a beaucoup que je connais. Donc, alors c'est un panel qui vient après donc la journée d'hier, où on a parlé beaucoup de l'intelligence artificielle, de la souveraineté numérique, de cybersécurité. Et là, on voudrait justement, comme l'a été rappelé tout à l'heure brièvement, discuter des projets réels et surtout des projets qui mettent en avant le partenariat public-privé. On va faire deux tours, avec 2 questions pour chacun. Je commencerai par c'est Amin, le directeur général de l'Agence développement digital, qui lui qui vient d'atterrir dans le public, parce qu'il vient d'un organisme international qui est le PNUD, et donc qui a été dernièrement nommé par Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, à ce poste important. Je rappelle que la DD, c'est le bras droit du ministère, et donc c'est lui qui a en charge justement toute la mise en œuvre de toutes ces stratégies. Donc la première question, peut-être justement nous présenter brièvement un petit peu comment la DD peut intervenir sur des projets publics-privés, l'état actuel. Merci. Je garde le mien. Merci, cher Selwa, pour cette introduction. Pour ouvrir une parenthèse rapide, charité commencer par soi, je pense que l'ADD est une institution qui est très bien positionnée en termes de parité genre, à la fois sur des postes de responsabilité et en matière de cadre. Et effectivement, on en discutait ce matin avec Wassila de cette question et de l'importance de cette question de mener déjà une première réflexion, structurer une étude autour de ce qu'on pourrait appeler digital et femmes dans des postes de responsabilité, pour voir comment est-ce qu'on peut intéresser davantage cette question genre au niveau de postes de responsabilité en matière de digital. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers collègues, c'est pour moi à la fois un plaisir et un honneur de prendre part à ce panel au cœur d'un événement à la fois
international par sa portée et profondément africain par son ambition. La thématique qui nous réunit aujourd'hui autour des modèles de PPP, de l'innovation publique et du digital ainsi que la souveraineté africaine est au croisement de nos défis et de nos espoirs. Elle incarne la promesse d'une Afrique connectée, d'une Afrique innovante et surtout d'une Afrique souveraine. En fait, en y réfléchissant, en évoquant ces trois dimensions, technologie, partenariat et vision, nous parlons en réalité d'un projet de société. Celui d'un continent qui se réinvente, mais aussi d'un Maroc qui s'affirme comme catalyseur régional et d'un avenir où la collaboration devient la clé de la réussite collective. En fait, l'idée, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de digitaliser les administrations ou de moderniser les infrastructures, mais il s'agit plus profondément de repenser la relation entre l'État, le secteur privé et la société pour bâtir un modèle africain d'innovation publique, d'innovation durable et pour rester dans la thématique du panel de souveraineté africaine. Si l'on jette un regard un peu rétrospectif sur les 2-3 dernières décennies au Maroc, on mesure à quel point le pays s'est inscrit dans l'anticipation, mais aussi dans la structuration de sa transition numérique. Il y a eu plusieurs plans. On a déjà démarré par des plans de développement IT depuis la fin des années 90 jusqu'à début 2000, une stratégie e-Maroc 2010, Maroc numérique 2013, le plan Maroc numérique en 2020 et tout récemment, comme l'a cité Sidris il y a un petit moment, depuis un peu plus d'une année, l'adoption de la stratégie Maroc 2030. Et ce sont des éléments non seulement qui sont restés autour de la stratégie, mais ils ont été incarnés par la mise en place d'institutions dédiées, la création déjà de l'Agence de développement digital en 2017 à travers la loi 61-16, mais aussi la mise en place d'un ministère dédié à la transition numérique à travers le gouvernement actuel de 2021. C'est aussi un sujet de taille et de perspective aussi qui est revenu lors du rapport sur le nouveau modèle de développement et aussi au niveau du programme gouvernemental confirmant la volonté de faire du Maroc un pays qui ose se transformer en nation digitale. Donc on s'aperçoit que la perspective d'un État stratège qui place le numérique au service de la performance publique, de la compétitivité économique et de l'inclusion sociale est là depuis pas mal de temps. Et nous avons vu émerger des services publics dématérialisés au fur et à mesure, un écosystème d'innovation qui se dynamise, une nouvelle génération d'entrepreneurs aujourd'hui encore plus en force, de chercheurs, de start-up qui sont présents à la fois sur la scène nationale et la scène internationale. Donc ce socle a permis au Maroc d'aborder cette nouvelle révolution marquée par l'émergence de l'intelligence artificielle avec sérénité et ambition. Mais ce qui fait la force de ce modèle, c'est la conviction commune que le partenariat public-privé n'est pas une option, c'est plutôt un levier structurant. La souveraineté aujourd'hui ne se mesure plus seulement, on en discutait tout à l'heure au salon, autour d'un café, pas seulement par le contrôle des frontières ou la disponibilité de ressources naturelles, mais se mesure aussi, et depuis hier on en parlait, par la maîtrise des données, les infrastructures numériques et les instruments technologiques qui structurent notre vie au quotidien. Mais dans ce domaine, l'État ne peut pas tout faire. Il a besoin de s'allier, de s'ouvrir, d'innover. Et c'est ici que les partenariats publics-privés, lorsqu'ils sont bien conçus, adaptés à leur contexte, deviennent de puissants catalyseurs de souveraineté. Je suis dans le respect des temps, Yak. Tout à fait. Je vais rajouter un petit propos de plus pour ne pas m'accaparer la parole, parce que ce n'est pas l'objectif. Donc un partenariat public-privé, pour nous tous, ne doit pas être considéré comme une privatisation ou un transfert. Au contraire, c'est une alliance stratégique entre la vision de long terme d'un État, mais la capacité d'innovation, d'agilité et d'investissement du secteur privé. Et lorsque cette alliance sert le bien commun, elle devient un outil de souveraineté partagée. Donc plus concrètement, quand on va digitaliser un service public par exemple, l'État va mettre en place une plateforme numérique pour des démarches administratives à titre exemplaire. Il s'agit souvent d'un projet complexe, nécessitant beaucoup d'agilité, de flexibilité, des infrastructures, des logiciels et un accompagnement aux usagers. Dans un modèle PPP équilibré, le secteur public fixe la vision, le cadre et les garanties de souveraineté, tandis que le secteur privé apporte la technologie, l'innovation et la rapidité d'exécution. Résultat de la course, un service public plus efficace, plus accessible et surtout construit sur des bases souveraines. Ces expériences, elles existent déjà. Nous en avons plusieurs modèles. On reviendra dessus. Avec sur les plaisir. expériences concrètes en deuxième tour. Avec grand plaisir. Merci, c'est Amine. Donc là, je passerai la parole à Luc Missidimbazi, qui a une très grande expérience au niveau de la République du Congo.
qui est actuellement conseiller du chef de département télécom, poste et numérique, et conseiller à la primature auprès donc du Premier ministre. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement de si loin pour partager avec nous votre expérience. Donc ma question serait simple, quel modèle de collaboration public-privé qui permettrait aujourd'hui de renforcer la souveraineté numérique en Afrique? Et puis dans un deuxième temps, on parlera d'expériences donc concrètes avec des exemples. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, avant de commencer, je tiens à remercier donc les organisateurs, la TDA et Mamadou pour cette invitation. C'était un devoir pour moi, un pari de fallait que je sois là et je suis arrivé. Merci encore pour cette opportunité. Alors, la matinée, on nous a donné un très bon café ce matin. J'ai retenu qu'il faut être écosystème. Et j'ai aimé dans la partie écosystème l'Afrique parce que le Maroc est un modèle pour nous, le Royaume du Maroc. Nous avons plusieurs fois fait des partages d'expériences et c'est à ce titre-là que je vais intervenir. J'ai cette expérience d'être aussi président du Fonds du service universel au Congo et nous mettons en place en ce moment des partenariats publics-privés. Donc le thème vraiment s'adapter à ce que nous faisons. Et l'autre point qui est aussi important, c'est que je suis dans l'écosystème dimension africaine, candidat au poste de secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications pour créer cette dynamique ensemble pour qu'on soit aujourd'hui un peu plus fort et unis. Alors vous souhaite plein succès pour cette candidature. Merci. Et donc pour revenir rapidement sur le thème, l'innovation, alors c'était vraiment un thème, je ne sais pas qui l'a pensé, mais vraiment c'était très bien pensé par rapport au contexte du moment, parce que nous parlons en même temps de l'innovation, de la souveraineté du service public. Et aujourd'hui, c'est l'enjeu. Comment aujourd'hui on peut faire émerger des solutions, on peut répondre aux priorités des États, et en plus de ça, répondre aux besoins avec tout l'écosystème qui existe, notamment le secteur public, le secteur privé, et universitaire qui tire là-bas. Et je pense qu'aujourd'hui, pour réussir les PPP, comme on est en train de le voir aujourd'hui, il faut une conjugaison de ces trois paramètres, à savoir, premièrement, le besoin. Quel est le besoin de nos concitoyens qui ont aujourd'hui la connexion, qui ont aujourd'hui l'Internet, qui ont des smartphones, parce qu'on ne le dit pas assez, mais le taux de pénétration de ces outils a tellement augmenté qu'aujourd'hui, il y a encore des choses à faire, mais les instruments sont disponibles. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? La deuxième chose, c'est les priorités des États. Même si on a des programmes, on a lu des plans, mais les chefs d'État, de gouvernement, les royaumes ont des priorités. Et ces priorités doivent être alignées à ces besoins, mais surtout aux solutions qui existent. Aujourd'hui, nous vivons une expérience extraordinaire en Afrique. C'est que tous les pays se sont rendus compte qu'une fois qu'on a les infrastructures, la connectivité, il faut identifier les gens, il faut les services. Et arrive ce qu'on appelle aujourd'hui des DPI, l'infrastructure de gestion de l'infrastructure publique pour l'identification, qui est la base de tout ce que nous voulons faire en termes de cybersécurité, de souveraineté, de paiement, de santé. Et donc aujourd'hui, on s'est rendu compte que malgré la bonne volonté des États, il faut des moyens, il faut un financement, il faut de la compétence, il faut aujourd'hui aussi de l'encadrement, de la formation. Et je crois que c'est le directeur qui l'a dit tout à l'heure, l'État ne peut pas tout faire. Et comment on monte des PPP pour répondre à la fois à ce besoin, à cette évolution qui est une évolution due à la technologie. On a plein de données, on parle de big data, on parle de l'IA, on parle de cybersécurité. Comment on règle ces problèmes-là aujourd'hui? Donc l'enjeu, il est là. L'enjeu, c'est de créer des partenariats publics solides, des partenariats publics-privés plutôt, j'allais dire, publics-privés, qui vont apporter en plus de l'expertise, de l'accompagnement à l'administration publique, qui va tenir compte des priorités publiques. Et nous sommes en train de travailler principalement avec des benchmarks qu'on a fait en Tanzanie, au Ghana, en Guinée, pour comprendre un peu comment on gère aujourd'hui l'identité numérique et comment on vient greffer les services de santé, les services de transport, les services liés même à l'identification civile. Et donc ces partenariats publics-privés sont de plus en plus nécessaires, sont innovants parce qu'on a été habitué à je mets de l'argent, j'ai le contrôle, je me rémunère sur le revenu. Or maintenant, il faut que l'on travaille ensemble pour que l'innovation ne soit pas arrêtée, mais qu'on ait une qualité du service public. Donc l'enjeu aujourd'hui, et ça sera le sujet que nous allons débattre tout au long de cette journée, c'est de dire comment on monte ces nouveaux PPP autour de l'identité, de la souveraineté et des infrastructures qui sont de moins en moins, qui sont de plus en plus complexes. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Luc.
Donc, on passe le micro à Benoît Legrand. Benoît Legrand qui a été nommé en septembre, donc félicitations, directeur pays pour le Maroc et la Tunisie de l'agence Enable. Mais avant, bien sûr, vous avez plus de 30 ans d'expérience dans différentes ONG, et également à la Banque mondiale. Donc, je dirais, c'est une vision nouvelle, puisque vous êtes en fait un organisme international. Et donc, comment vous agissez justement sur des partenariats, quand vous arrivez donc dans un pays, sur des partenariats privés, publics? Bonjour à tous, merci pour l'invitation, merci pour l'introduction. Quelques mots d'abord sur Enable, l'agence belge de coopération internationale. On est présent ici au Maroc depuis 25 ans. On a d'abord agi dans des domaines classiques, je dirais, de la coopération, l'eau, l'agriculture, et puis plus récemment sur les questions de la migration et aussi de l'inclusion économique. Mais ça fait quand même déjà quelques années que la question du digital et de l'innovation est au cœur de nos actions. En illustration, le projet Itemkin qui a été pendant quelques années en partenariat avec le ministère de la Transition digitale. Et c'est dans ce cadre aussi que Enable soutient depuis quelques années cette initiative ATDA. Ceci étant dit, pour revenir à votre question, c'est dans ce cadre-là que Enable perçoit la question des PPP comme une opportunité forte de pouvoir lier les compétences du secteur privé avec les ambitions et la stratégie du secteur public. Et on agit comme facilitateur, mais aussi comme instigateur. Et dans ce cadre-là, je voudrais vous citer quelques petits exemples concrets de genres d'actions qu'on a pu mener. En commençant par un exemple peut-être un peu classique, au Rwanda, où il s'agissait d'un PPP qui tournait autour des infrastructures. C'est souvent un espace qu'on retrouve pour des PPP, mais en ajoutant une quatrième dimension, un quatrième P, qui était celui de la population. Donc il s'agissait de structures sociales, un centre de jeunesse, un marché, dans laquelle on a intégré dans l'unité de gestion de ces structures des représentants des populations, surtout des jeunes et des femmes, ce qui a permis surtout d'assurer une meilleure redevabilité de ces infrastructures auprès des populations. Et je pense que c'est l'importance d'intégrer la société civile dans ce type de PPP est un élément vraiment important. Deuxièmement, et plus en phase avec la thématique qui nous occupe, c'est comment parvenir à développer des leviers d'innovation. Et pour ce faire, on a fait appel à un mécanisme belge qui s'appelle GovBuy. C'est un mécanisme qui vise à développer, à mettre au service des institutions publiques des initiatives privées. Et on l'a fait dans le cadre des 25 ans ici de Enable au Maroc pour acheter des solutions innovantes. Il s'agissait d'organiser un panel de discussion autour du futur de la coopération belge. Et on a pu faire appel à une start-up marocaine qui a invité l'IA dans les débats. Et donc c'est par ce type de mécanisme qu'on a pu acheter ce type de service et la mettre en avant. Troisième exemple concret, au Niger, où la question était de savoir comment on pouvait amener des systèmes de froid dans des filières agricoles. Et là, le mécanisme qui a été mis en place est un système de licence d'impact dans lequel, en fait, on fait appel à des mécanismes développés par des grosses sociétés privées, et ici c'était Colruyt en l'occurrence, pour pouvoir appliquer leur licence à des cas concrets pour la société civile au bénéfice du développement durable. Et donc cette ONG a pu ainsi mettre en place un système breveté par Colruyt pour faciliter ces chaînes de froid au Niger. Le dernier exemple porte sur la question de la structuration de ces PPP. Et cela, on a pu le mettre en place
en Guinée dans la mise en place de la digitalisation des actes civils, d'état civil. Et là, de nouveau, c'est un PPP belge qui nous a permis de structurer tout le mécanisme en Guinée. Voilà. Merci beaucoup Benoît pour ces expériences pratiques et concrètes. Donc j'ai la chance d'avoir un panel diversifié. Donc nous avons écouté une agence gouvernementale, un ministère, une agence internationale. Et donc là, on va, pour terminer le premier tour, aller vers le secteur privé en donnant la parole à Si Mohamed Mohamdi, qui lui a une grande expérience dans la transformation digitale de plus de 35 ans. Qui travaille aussi bien sur le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la France et la Suisse. Et donc ma question serait quelle contribution justement du secteur privé et des startups dans ces nouveaux modèles de collaboration, partenariat public-privé. Merci. Merci madame. Alors je pense en fait que je dirais que l'innovation d'une manière générale ne peut être apportée que par des structures agiles, capables d'adresser des problèmes avec toute la créativité qui peut venir d'une jeunesse, je dirais, bien formée, d'une manière de conduire les projets qui soit totalement agile. Et l'administration publique, d'une manière générale, reste quand même assez rigide sur certains aspects. De moins en moins, je dirais, puisqu'on a pu voir sur les 20 dernières années une transformation assez fantastique. Effectivement, ça fait 35 ans que je suis sur le terrain. On est jeunes, vous et moi, c'est bon. On a presque le même... Voilà, donc c'est magnifique. Et ce que je peux dire quelque part, c'est que sur ce qui se passe depuis à peu près 2 ans, 3 ans, fait chaud au cœur. Nous permet de reprendre confiance par rapport à faire de nos pays des pays qui vont non seulement créer de la valeur en local, mais donner la capacité à d'autres pays de créer de la valeur sur la base donc, des innovations qui peuvent être faites par nos propres équipes. J'ai parlé de rigidité tout à l'heure et effectivement, on peut parler quelque chose de point toujours positif quelque part. Moi, je dirais que j'ai gardé mon fond d'ingénieur. Je considère que je suis quelqu'un qui est là pour résoudre des problèmes. Et pour résoudre les problèmes, quelque part, il faut déjà les poser. Et on en a un certain nombre qu'il ne faut pas cacher. Il n'y a pas de honte à ça. Il faut les visualiser, les comprendre et les adresser progressivement jusqu'à les résoudre. Et je vais sortir un petit peu du contexte technologique quelque part. J'ai 2 amours. J'ai l'ingénierie logicielle et j'ai également le management de projet dans ce que j'adore faire et pratiquer. Malheureusement, je dirais que le management de projet, aujourd'hui, s'est démocratisé. Sur les 20 dernières années, c'est magnifique. Entre le début des années 2000, durant lesquels, quelque part, il y a peut-être les travaux publics, le ministère des Finances qui parlait projet. Aujourd'hui, c'est démocratisé. On parle management de projet partout. On ne parle pas encore suffisamment du management de programme. Et je pense que c'est la prochaine étape, c'est véritablement, à travers donc les différentes visions stratégiques qu'on peut avoir, mettre en place les mécanismes pour assurer ces transformations, à la fois des administrations publiques, des cultures et des mentalités. On peut revenir dessus, c'est extrêmement important de créer pour les différents talents un environnement intellectuellement safe, dans lequel ils peuvent s'exprimer, ils peuvent donner, critiquer de manière à avancer et ne plus être quelque part dans un modèle qui est purement top-down en termes d'instruction et ainsi de suite. Donner la possibilité et créer des espaces pour permettre aux gens d'avoir une autonomie de décision
donner de la liberté, ne pas être dirigiste. Donc ça je dirais que ça c'est très important d'un point de vue réussite par rapport aux ambitions qu'on a aujourd'hui, d'apporter ces changements de culture et puis d'apporter les cadres méthodologiques qui vont permettre donc justement les déploiements. Alors le partenariat public-privé, donc souplesse, agilité quelque part côté entreprise, gestion du risque et porter le risque côté public, c'est très important. On peut considérer qu'il y a peut-être deux niveaux. Un premier niveau qui est celui qu'on a connu, qui consistait à donner des concessions ou pardon, excusez-moi, à donner des concessions à certains grands groupes qui avaient de grands moyens financiers pour prendre en charge ce que l'État ne pouvait pas rapidement prendre en charge ou des domaines pour lesquels l'État n'avait pas les moyens de prendre en charge directement. Mais il y a ce volet effectivement qui est fortement créatif de valeur, qui est celui des start-up, des scale-up, qui peuvent apporter énormément de choses donc au public. Et on n'oublie pas le public et ces différentes entités sont là pour servir la nation, pour servir le citoyen. C'est la finalité. Merci beaucoup, Si Mohamed. Donc je reviens à Si Amin. On a vu hier à travers la ministre donc la stratégie Maroc Digital 2030 qui est assez ambitieuse. Tout à l'heure, le directeur de l'écosystème start-up, il a parlé de l'accès au marché pour les start-up, quelque chose qui est important. Comment justement l'ADD traduit tout ceci en projet réel? Si actuellement il y a des expériences, ça serait bien de nous en parler. Et s'il y a des perspectives, ça serait bien aussi également que l'assistance en prenne connaissance. Oui, absolument. Alors là, il faut juste rappeler que l'ADD n'est pas le seul acteur. Parce qu'il y a, de par la loi et de par la relation qui nous unit avec le ministère de la Transition numérique, nous sommes entre guillemets, enfin réellement, le bras opérationnel du ministère pour la mise en œuvre de la stratégie digitale aujourd'hui qui incarnait le projet Maroc Digital 2030. Mais parallèlement, il y a des départements qui mènent des actions propres à eux-mêmes, des départements et des institutions. Les projets de transformation numérique, parmi lesquels les plus emblématiques, qu'il s'agisse de plateformes nationales, de services intelligents ou de projets d'inclusion digitale, sont aujourd'hui le fruit d'une collaboration entre l'État et les entreprises. Il y a des exemples qui existent aujourd'hui, notamment Rojas, qui est un programme de partenariat public-privé. Après, les bilans peuvent être discutables par ailleurs, mais au moins, le mérite que le projet a, c'est que ça existe et qu'on peut en revoir le contenu pour apporter de la valeur ajoutée par la suite. Il y a le projet SIACACAR qui existait en mode de partenariat public-privé et qui a été renvoyé un peu à l'administration initiale. Il y a le projet Totir avec les notaires et la société privée qui le gère. Le projet Portnet, aujourd'hui, c'est une structure à part entière. Et il y a aussi un projet qui s'appelle Megelis, etc. Les initiatives sont multiples. Maintenant, l'idée, c'est peut-être rapidement d'essayer de s'asseoir et de se dire quel bilan pouvons-nous faire de tout ça et quelle valeur ajoutée on peut apporter pour encourager les institutions publiques à adopter ce mode de fonctionnement et aller de l'avant par rapport à tout ça. Donc c'est une transition aujourd'hui qui ne dépend pas seulement ou uniquement de la technologie. Elle repose aussi sur la capacité collective à conduire le changement, à faire évoluer les mentalités. Sa Majesté le Roi l'a cité dans son discours d'ouverture du Parlement tout récemment, en début octobre, il y a un mois, pour dire qu'un changement de mentalité doit s'opérer. Si Mehmedi, fort de ses 35 ans d'expérience, l'a souligné à l'instant, donc il y a ce changement de mentalité à opérer, mais des pratiques de gestion et des modèles organisationnels à mettre en place pour apporter la valeur ajoutée attendue. Donc ensemble, l'innovation et l'intégration de l'IA n'est pas une simple modernisation technique, c'est une mutation profonde de la gouvernance publique qui appelle à une approche inclusive, participative et progressive du changement en exigeant leadership, pédagogie et accompagnement. En fait, l'avenir de cette perspective se dessine globalement à la croisée de trois ambitions revisitées.
On en parle depuis hier, on va continuer à en parler aujourd'hui. La souveraineté numérique, la compétitivité économique, mais aussi l'inclusion sociale. Si on a le temps, on peut revenir éventuellement sur ces 3 éléments, mais vu le temps imparti, je préfère ne pas m'accaparer la parole et aller un peu plus vite sur le contenu. Donc par rapport à ces éléments-là, l'Afrique doit faire du digital un accélérateur d'égalité des chances en rapprochant les services et en donnant accès au savoir, en formant une jeunesse capable non seulement d'utiliser la technologie, mais de la créer. On a eu récemment avec la Fondation Mohamed V et le Centre des très petites entreprises solidaires une expérience de hackathon qui nous a montré que l'innovation n'a pas de ville, n'a pas de quartier. Au contraire, il faut pousser davantage à la création d'innovation et pas à sa consommation. Donc l'Afrique a tout pour réussir cette équation. Nous avons la jeunesse, les talents, la créativité. L'expertise, elle existe ici. Quand vous voyez le concours international de Polytechnique à Paris, sur 60 sièges, plus des 3/4, c'est des Marocains et des Africains qui arrivent à les avoir. Donc l'expertise, elle est là, les talents sont là. Maintenant, comme vous l'avez cité, tous, il faut faire en sorte que les institutions et les entreprises créent des environnements d'épanouissement de ces compétences et de ces technicités qui existent ici et desquelles il faut tirer profit au sens positif du terme. Donc pour cela, il faut oser réformer les cadres de gouvernance, les process, notamment, on en a parlé depuis tout à l'heure, surtout Sidris sur la partie start-up, les process de commande publique, parce qu'aujourd'hui au Maroc, plus des 2/3 de la commande qui existe sur le marché est une commande publique. Donc la commande, elle est drivée par le secteur public et il faut quand même qu'on apporte de l'innovation par rapport à tout ça. Il y a des éléments qui existent, mais qui restent assez timides sur le terrain. Et bien sûr, les logiques de partenariat. Donc nous devons sortir de ce modèle classique de fonctionnement fournisseur-prestataire pour aller vers un partenariat de confiance, de long terme et de valeurs partagées. Un partenariat win-win. Win-win, absolument. Voilà. Pas dans une perspective où l'un gagne l'autre perd, où l'un gagne et après moi le déluge, entre guillemets. Mais non, il faut un partenariat solide où tout le monde se retrouve au sens positif du terme. Donc nous devons bâtir des écosystèmes, comme ça a été souligné tout à l'heure, public-privé de confiance, où les intérêts convergent autour d'un même objectif, servir le citoyen africain dans la dignité et la maîtrise de nos choix. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, on peut être qualifié d'une renaissance africaine, portée non plus par les matières premières, mais par l'intelligence humaine et artificielle, soutenue par l'innovation. Innover dans le secteur public, c'est innover pour tous, c'est rendre l'État plus agile, plus proche et plus transparent. C'est un peu une façon de reconstruire la confiance entre les institutions et le citoyen. Bien entendu, dans cette configuration, le Maroc, il a une forte expérience et, à l'instar des autres projets, joue un rôle clé dans cette trajectoire de pionnier, de partenaire et de passerelle entre l'Afrique et le reste du monde. Voilà. Merci Siami. En tout cas, au Maroc, ce partenariat se matérialise par l'excellente relation qu'il y a entre l'APB, qui est la fédération qui représente le secteur public, et le ministère avec l'ADD. Je pense que c'est ça le fond de ce partenariat public-privé. Merci. Je retourne chez Luc. Je pense que vous étiez également fondateur du club des DSI aussi. Tout à fait. Donc vous avez dans votre expérience un peu la partie utilisateur et la partie ministère, donneur d'ordre. Vous avez certainement des exemples concrets à partager avec nous au niveau de votre pays. Oui, il y a des exemples, effectivement. J'étais on va dire co-fondateur, parce que je n'étais pas seul. On avait l'appui d'ailleurs de CEOMAG à l'époque, des DSI Club, et aussi d'un autre club qu'on appelait Club Congo France Numérique, avec des chefs d'entreprise qui aujourd'hui se sont développés, ont créé des vrais partenariats, des grands groupes français. Oui, en fait, sur le partenariat public-privé, et d'ailleurs, on a été les premiers au Congo à mettre en place les partenariats public-privé pour la fibre optique. À l'époque, je travaillais pour le compte de la Banque mondiale pour la construction des infrastructures en fibre optique. Et comme on ne savait pas les exploiter, on a vite pensé à des partenariats public-privé. Donc, c'est deux choses que je vais aborder. En même temps, une expérience sur des partenariats public-privé qu'on a cru les meilleurs, mais qui aujourd'hui, on peut les évaluer et on se rend compte que les montages n'étaient pas forcément les meilleurs. Et la deuxième, c'est ce qui s'impose à nous. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux choses, même trois choses, pardon, qui s'imposent à nous. C'est le besoin des citoyens. Les citoyens, ils veulent des services, ils veulent à tout faire avec leur digitalisation, vite, tout le temps et partout. La mobilité, c'est un problème, l'instantanéité, c'est un problème, et le volume est un problème. Donc, comment on répond à ces problèmes quand on est administration publique? Dans le même temps,
le fait qu'on ait développé les infrastructures, développé des services, informatisé nos administrations, on se situe maintenant avec d'autres problématiques. Je l'ai soulevé, la principale en Afrique aujourd'hui, c'est l'identité numérique. Comment on gère l'identité numérique de tous les citoyens pour contrôler l'ensemble des services? Et là, on a besoin de compétences, on a besoin, parce qu'on n'a pas toujours les centres de formation, on n'a pas toujours des cadres qui sont passés à Polytechnique France et ailleurs. Il faut, dans le partenariat public-privé, avoir un espace où les gens vont être formés pour que les services apportés soient durables. Et là, nous pensons, un élément qui est très important, je crois qu'il a un peu été abordé, les meilleurs partenariats publics-privés se font avec l'ensemble des écosystèmes, les personnes concernées, l'administration, le public, les citoyens, les ONG et l'université. Et aujourd'hui, on a toujours pensé qu'un partenariat public-privé, c'est l'entreprise qui offre un service, qui dit « je vais vous gérer les réseaux optiques et vous allez me reverser un tiers du revenu, un tiers va à l'État et l'autre tiers, on va maintenir le système ». Ça ne marche plus comme ça. On doit être, je l'ai entendu ce matin, en co-innovation, en open innovation, pour permettre aux gens d'évoluer dans la pensée, d'évoluer, de fédérer, de continuer à innover. Et donc, aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est le meilleur montage qui tient compte des écosystèmes, du bon financement et du bon revenu, tout en servant le citoyen, en servant en tout cas les priorités du politique. Dans le cadre de l'identité numérique, je vous donne un chiffre qui est très important. On parle du paiement, les plateformes de paiement mobile. En Afrique, peut-être pas ici au Maroc, je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas osé, mais l'Afrique subsaharienne, dans le cas du Congo, on a près de 450 milliards de francs qui transitent sur les plateformes de services numériques. On ne sait pas les contrôler et les banques sont maintenant inquiètes. Les banques se disent, mais finalement, nous, on n'a que 20%, on n'a que les entreprises, les gros, ceux qui sont salariés et le reste. Donc là encore, ils viennent vers le public pour dire, trouvons une solution. L'idée ici, c'est comment on se met ensemble, comment on fait des sandbox pour se dire quelle est la meilleure solution pour adresser ce problème. L'État a besoin d'un switch, l'État a besoin d'une plateforme d'identification. En fait, pour me résumer, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est il faut qu'on arrive à trouver tous ensemble le meilleur moyen, qu'on soit dans une option gagnant-gagnante et qu'on arrive aussi à apporter les solutions. Et j'ai aimé encore ce matin ce qui a été dit, parce que nos startups, moi j'ai aussi organisé le salon Osiane, ça fait 10 ans qu'on fait un salon avec les startups et tout, on les accompagne, on les incube et tout, mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas de contrat. S'ils n'ont pas de contrat, comment on peut innover les solutions qu'ils nous proposent? S'ils n'ont pas de contrat, comment ils peuvent vivre de leur effort pendant des années? Donc c'est un achèvement aussi important. En fait, en résumant, pour faire un meilleur partenariat public-privé, accompagner l'administration publique, le gouvernement, il nous faut à tout prix, impérativement, une plateforme où tout le monde se parle, identifie les besoins, les capacités qu'on a pour pouvoir apporter la meilleure solution en PPP. Merci beaucoup. Je donnerai tout de suite la parole à M. Benoît Lecran. Vous avez partagé avec nous de très belles expériences concrètes et je vous en remercie. Ma question serait: quelles leçons et quelles recommandations pourriez-vous tirer de ces expériences? Merci. Je voudrais rebondir aussi sur ce qui a été dit précédemment. Je pense que le mot-clé, c'est cette co-construction. Ce dialogue qui doit pouvoir s'établir à la fois entre le secteur privé et le secteur public, sans oublier le principal bénéficiaire, la population, au travers de la société civile. Tout le secret, je pense, c'est de pouvoir établir ce climat de confiance, ce dialogue entre ces différents acteurs. Et en cela, les agences de coopération comme la nôtre ont sans doute un rôle à jouer. Elles peuvent vraiment agir comme facilitateurs, établir ce rôle de confiance, aussi assurer ce transfert de compétences, cette mise à niveau de l'ensemble des acteurs qui inclut cette société civile. Je pense qu'il est effectivement très important de pouvoir aussi s'assurer de pouvoir donner des espaces pour l'innovation qui soient ouverts. On travaille dans un système de marché public souvent contraignant, pouvoir trouver des mécanismes plus agiles qui permettent de laisser de la place à ces innovations. Et en conclusion, je dirais que cette coopération internationale que je représente peut vraiment faciliter, elle ne peut pas remplacer la place de ces différents acteurs, mais surtout les renforcer, les connecter et les inspirer. En tout cas, j'espère que ce que fait votre agence va inspirer d'autres agences également.
Donc, pour terminer le tour de table, donc, je donne la parole à Sim Hamdi. Et ma question, tout à l'heure, on a parlé de la contribution du secteur privé. Maintenant, avec ce que vous avez entendu tout à l'heure sur l'écosystème, si vous devriez représenter le secteur privé de tous ces pays-là, qu'est-ce que vous demanderiez à l'interlocuteur public, gouvernement ou l'ADD, pour justement développer encore plus ce partenariat? Qu'est-ce qui manquerait? Alors, je pense que je n'ai pas de leçons à donner à ce niveau-là. Non, des suggestions. Voilà, franchement, vu le niveau actuel, j'ai confiance. Donc, il n'y a plus rien à faire dans l'écosystème, ça y est. Maintenant, ce que je peux dire, en fait, c'est peut-être par rapport à notre vécu. Parce qu'on a, à notre démarrage, on n'a pas eu la chance, quelque part, je dirais, de naître dans un contexte aussi favorable que le contexte actuel, qui sans doute aura des améliorations. Mais de part, quelque part, ce que j'ai pu voir, soit en interne, soit globalement avec un certain nombre de clients et de partenaires, c'est tout d'abord, j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure, un changement de culture. Nous avons une culture de punir l'échec, encore bien ancrée. Il faudrait que cette culture disparaisse. L'échec, c'est une expérience, on doit capitaliser dessus, on doit aller plus loin. Si on parle d'innovation, il faut être à peu près certain que 95% des initiatives se solderont par des échecs. Là, il y a une expérience qui était assez intéressante que j'avais pu accompagner ponctuellement à un moment donné au niveau de l'OCP, c'était le fast fail. C'est-à-dire les hackathons, c'est bien, c'est trop court. On pourrait donner peut-être une expérience de 6 mois. Et donc l'expérience en question, en fait, c'était l'OCP, un certain nombre d'universités, Messire, et puis des initiatives internes à l'OCP. Et il s'agissait en fait de financer 14 projets de recherche sur 6 mois. Et l'idée, c'était qu'au bout de 6 mois, on fait le point quelque part. Est-ce que c'est bon, il y a de l'espoir, on peut poursuivre, ou alors non, on arrête tout de suite. L'idée, c'est de ne pas faire un constat d'échec au bout de 3 ans, 4 ans. Bien sûr. On échoue rapidement, et on rebondit, et on repart. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, et là j'ai de l'espoir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, les gens qui nous ont fait confiance à notre démarrage nous ont ont pris entre guillemets un risque en se disant c'est une entreprise marocaine, ce sont des jeunes Marocains, face à des géants étrangers, on va quand même leur faire confiance. Ça s'est passé, je dirais, à 2 niveaux. Bon, historiquement, quand on a démarré à l'export. Donc c'était particulier, il fallait oser. Et c'est une ancienne relation de travail dans le cadre du multinational qui nous a ouvert les portes. Et là, la démonstration, je dirais, elle s'est faite par l'expertise. Amine, qui est notre CTO, qui est ici présent, là-bas au fond, avait chassé... Rapidement, il y a le temps qui... avait chassé des consultants de Sun de chez la Migros en Suisse, entre guillemets, à travers son expertise. Ça nous a permis de décrocher un premier contrat de développement logiciel à l'export. Ensuite, c'était une référence, on exportait, c'était bien. Toujours le premier contrat de plusieurs. Voilà. L'administration publique marocaine nous a fait confiance. Je citerai la Banque du Maroc, je citerai la Direction générale des impôts. Alors, hier, il y a eu quelques termes que je n'ai pas appréciés, franchement, par rapport à ce qui a pu être dit par rapport à la Direction générale des impôts. C'est des gens formidables. On a passé des nuits blanches pour résoudre des problèmes. Les problèmes ont été résolus. C'est un très bon exemple chez nous de la trésorerie générale, digitalisation. La douane. Alors, il faut voir, en fait, l'IGOV au Maroc est en grande partie né d'un certain nombre de besoins au niveau notamment du ministère des Finances. Et ces gens-là, il faut leur rendre hommage parce qu'ils ont fait confiance en prenant le risque, parce que c'était... Tout à l'heure, on a parlé de
des marchés publics et ainsi de suite, c'était des contrats avec la direction des impôts et avec la trésorerie générale, c'était des contrats en régie. C'est très très rare que l'administration publique le fasse. Il faudrait qu'elle le fasse un peu plus souvent. Et puis, il faudrait que l'administration publique, aujourd'hui, commence à faire confiance à nos produits. Nous avons une expérience, on a construit notre propre plateforme, notre propre outil. Si on a à rougir quelque part, c'est de plaisir et de fierté par rapport à ça. Et c'était un développement en interne, autofinancé. Il y a 35% de la masse salariale est consacrée à la recherche et développement. Et je dirais que si on avait pu disposer des outils qui sont présents aujourd'hui, ça aurait été beaucoup plus facile. Eh oui, mais on ne peut pas. Voilà. Bon, en tout cas, on respecte en plus le timing. Bravo, effectivement. Merci beaucoup. Moi, je rajouterai juste un point. J'enlève la casquette d'animatrice pour prendre la casquette digitale. C'est qu'il faut encore améliorer un petit point. Je ne sais pas dans les autres pays, mais peut-être au Maroc par rapport aux startups, c'est l'accès aux données. Les données publiques pour les startups. Je pense que personne n'en a encore parlé, mais c'est un point qui est très très important pour les startups. En tout cas, je n'ai qu'à vous remercier tous pour vos interventions et pour le respect du temps, parce que j'avais un chrono et donc je suivais. Et on va peut-être prendre la photo de famille avant de vous redonner la parole. Merci, chers panélistes. Merci.